Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Bruno Huel, je suis infirmier anesthésiste. Enfin, j'étais infirmier anesthésiste, où j'ai exercé pas mal d'années au bloc opératoire et au SMUR. J'ai fini par mes dernières années au niveau du SMUR et je suis à la retraite depuis 3 ans. Et je suis dans le cadre d'un cumul emploi-retraite parce que je n'arrive pas à couper le cordon de ce merveilleux métier. Donc, j'exerce toujours dans le cadre de ma retraite. Donc, petite précision, j'ai été expert judiciaire, mais je n'ai pas le droit au titre d'expert judiciaire puisque je ne le suis plus. Je l'ai été pendant 9 ans. Et au bout de 9 ans, j'ai arrêté. Et maintenant, je fais des expertises pour des compagnies d'assurance ou pour toute personne qui me sollicite. Donc, alors d'habitude, ce topo, je le présente à l'école d'anesthésie à Brousset de la Paix et à celle de ancienne Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai 3 heures pour le présenter. Là, j'ai pas 3 heures, j'ai 20 minutes. Donc, je vais essayer d'aller un peu rapide sur les premières diapos pour aller dans le vif du sujet qui nous intéresse par rapport à l'exercice. Donc la responsabilité, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est un signe de reconnaissance professionnelle et chaque professionnel possède son champ de spécificité de compétences, lequel délimite sa responsabilité. La responsabilité est liée à la capacité de posséder, de décider, d'agir, avec l'obligation d'en répondre. Donc la responsabilité, elle est engagée quand quelqu'un a subi un préjudice. Pour que la responsabilité soit engagée, il est nécessaire d'avoir l'existence d'une faute, l'existence d'un lien de causalité, et ensuite il faut qu'il y ait un préjudice. En dehors de la qualification pénale de mise en danger d'autrui, et les autres qualifications qu'on retient sur les professionnels, c'est le non-respect du secret professionnel et la non-assistance à personne en danger. Sinon, on est dans la blessure involontaire ou l'homicide involontaire. Donc les qualifications, il y a les fautes simples, qui sont la maladresse, qui peut être retenue, l'imprudence, l'inattention ou négligence. Ensuite, vous avez les fautes caractérisées, c'est les fautes ayant permis la réalisation de dommages corporels en exposant autrui à un risque qu'on ne pouvait ignorer, même si c'est une faute non intentionnelle. Faute résultant d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Faute la plus grave, manquement à une obligation de sécurité. Alors, l'appréciation de l'expert, je vais passer rapidos, sinon on n'y arrivera pas. Alors, je reviens sur... J'ai du mal avec... Excuse-moi, j'ai un problème, je voudrais revenir sur les... Comment je fais pour revenir en arrière? Alors, j'en étais où? Alors, le droit et l'anesthésie. Le danger... Ouais, mais c'est pas celle-là que je voulais. Ah, putain. C'est l'outil, d'habitude... Je suis désolé, je ne connais pas trop cette tablette. Tu veux revenir? C'est laquelle que tu veux? Alors, en anesthésie, il n'est pas toujours possible de définir un ensemble de règles très précises à la manière d'un guide exhaustif. En effet, la loi ne peut poser que les principes qui confient leur appréciation à la juridiction indépendante devant laquelle la procédure permet d'établir un vrai débat. Il n'est ni possible ni souhaitable de voir figurer tous les droits dans la loi, même si le souhait légitime est exprimé par un professionnel dont l'objectif est d'avoir une solution immédiate aux difficultés ponctuelles. Alors, le danger serait de laisser croire que pour toute situation donnée, il existe une réponse juridique précise. La réalité est en fait extrêmement diverse et une approche spécifique est chaque fois nécessaire. Un guide complet, très détaillé, reviendrait à anéantir les idées de responsabilité personnelle, d'initiative et de liberté. Chaque situation est unique et nécessite de s'adapter. L'activité médicale est en permanence en évolution. Les textes seraient caducs rapidement. Le droit n'a pas à dicter une règle pour chaque situation. Donc, qu'est-ce qui définit notre responsabilité? C'est notre article, le 43.11.12. Et le 43.11.12, en fin de compte, c'est comme un décret de mission.
essentiellement, il est axé sur il cadre l'activité d'un infirmier anesthésiste. Dans quelle situation il peut exercer? Ce qu'on doit retenir par rapport à ça, c'est que l'infirmier anesthésiste ne peut agir qu'à partir du moment où le patient a été vu par un médecin anesthésiste. Et il travaille sous sa responsabilité. Donc le travail de l'infirmier anesthésiste va d'assister le médecin anesthésiste dans l'acte d'anesthésie, mais ça va aussi jusqu'à ce que le médecin anesthésiste vous confie l'anesthésie du patient, en totalité. Mais cette supervision, elle nécessite que le médecin anesthésiste puisse intervenir à tout moment. Alors, sur l'argumentation du 43-11-12, moi j'avais proposé au ministère que ça soit marqué à portée de voix pour éviter toute confusion. Sauf que la réponse a été qu'on ne pouvait pas mettre cette terminologie sur le plan juridique. Mais le médecin doit être présent. Voilà. Donc, dans les petits hôpitaux périphériques où l'IAD endort un patient sous la réflexion d'un médecin anesthésiste, celui-ci quitte le bloc opératoire et va à l'autre bout de l'hôpital pour aller manger, et bien là, vous êtes hors des clous. Alors, si vous ne le savez pas, votre responsabilité ne peut pas être engagée, mais avant de rendormir un deuxième patient, il faut vous assurer que le médecin anesthésiste est quand même dans le bloc et qu'il puisse intervenir à tout moment. C'est là où c'est un petit peu casse-gueule parfois. Et ce qui définit ce qu'on peut entreprendre, c'est le référentiel de formation. Et dans le référentiel, vous avez un référentiel de formation, de compétences et d'activités. Mais dans le référentiel de formation, tout est défini sur ce qu'on peut faire et entreprendre. Par exemple, la pose d'une artère radiale, c'est dans le référentiel de formation. Donc la pose d'une artère radiale, enfin, d'une artère, c'est dans le référentiel, donc on est compétent pour le faire. L'intubation, c'est dans le référentiel de formation. Le réglage du respirateur en fonction des différents objectifs fait partie de notre formation. Alors, donc, à partir du moment où vous exercez, vous prenez en charge un patient, vous devez vous assurer que le médecin anesthésiste puisse intervenir à tout moment. C'est-à-dire qu'il soit présent dans le lieu où se font l'anesthésie. Mais idem pour la salle de réveil. Donc on a un premier cas qui va être intéressant pour rentrer un peu dans le vif du sujet. On a la condamnation d'un IAD à 1 an de prison avec sursis et 1 500 € d'amende en novembre 2022, donc vous voyez, c'est récent, pour homicide involontaire. Donc c'est au CHU de Brest, en juin 2016. Induction par un IAD d'une patiente avec intubation, plusieurs échecs, dont une intubation ésophagienne ayant abouti à un arrêt cardiaque par anoxie. Qu'est-ce qui a motivé la condamnation? En fin de compte, dans cette histoire, il y a eu 2 personnes qui ont été condamnées. Alors, le médecin anesthésiste a été relaxé. Le médecin en formation dans le bloc opératoire a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis sur le principe qu'en tant que médecin, quand il a vu que la situation partait en sucette, il aurait dû aller prévenir son confrère. Mais il ne pouvait pas agir sur l'infirmier anesthésiste n'étant pas de la spécialité a priori. Par contre, l'infirmier anesthésiste a été condamné parce qu'il a été confronté à une difficulté dans l'induction anesthésique et il a, à aucun moment, fait appel au médecin anesthésiste. Donc, pour le coup, c'est sa seule responsabilité. C'est le seul qui a eu une condamnation pénale avec une peine de prison et une amende. Bon, les dommages et intérêts étant versés par l'hôpital pour les dommages et intérêts de la partie civile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins anesthésistes qui vous mettent une tape dans le dos en vous disant de toute façon tout ce qui se passe ici, il n'y a que moi qui est responsable. Alors ça, c'est complètement faux, ça repose sur rien et toutes les décisions juridiques ont été prises. Quand un IAD est impliqué, l'IAD a été relaxé ou l'IAD a été condamné, mais avec le médecin anesthésiste. Donc dire il n'y a que moi qui suis responsable, ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors, salle de réveil avec une aide-soignante et un IAD. Arrivée du patient à 3h15 pour réveil sur une intervention digestive d'une durée de 6 heures. 4 heures, le patient s'agite. L'IAD note une absence de douleur. La TA est à 20-10, fréquence cardiaque à 130. Bon, dernière injection du bloc à 2h30. Extubation du patient sans la présence du marc au bloc. Quelques minutes après, le patient présente une désaturation et une hypoventilation. Donc, dans ce cas, il appelle le médecin, ventilation au masque, réintubation devant l'impossibilité de ventiler correctement au masque.
Après stabilisation du patient, l'IAD parvient à prévenir le MAD. Question, quelles sont les responsabilités de l'IAD ou du MAR? Eh bien, là, en fin de compte, il n'y a pas eu de suite. Mais le problème, c'est que le médecin n'était pas disponible. Donc, si on reprend l'article 43.11.12, on a le droit d'agir sur le patient, d'endormir un patient, ça ne pose pas de souci, à partir du moment qu'il a été vu par le médecin et que le médecin a donné son accord pour qu'on l'endorme. Sauf qu'il doit être disponible pour intervenir à tout moment. Et que là, s'il y avait des conséquences, eh ben, l'IAD aurait été condamné, et le médecin anesthésiste aussi, puisqu'il savait qu'il y avait un IAD qui procédait à une anesthésie et qui devait être disponible. Alors, l'hôpital général, anesthésie dans un bloc séparé du bloc central d'un enfant pour oreille décollée par un IAD. Le MAR étant dans un autre bloc, dans un bâtiment différent. Accident père-anesthésique faisant suite à un débranchement accidentel de tuyau du respirateur conduisant au décès de l'enfant. Alors oui, l'enfant bradycarde, donc l'IAD pense que c'est un surdage en fluotane, donc met en oxygène pur et supprime le fluotane, sauf que l'enfant fait un arrêt cardiaque, il appelle du renfort, sa collègue IAD arrive, elle soulève le champ et en fin de compte, on trouve les tuyaux débranchés. Donc quid de la responsabilité dans cette situation? Eh bien, la responsabilité, elle est multiple. C'est-à-dire que la condamnation, elle a concerné l'IAD, qui s'est comporté comme un médecin. Après, sur le plan de la défense, il a eu tendance à dire que moi, monsieur, ça fait 20 ans que j'endors des malades, je sais ce que je fais. Quand il a senti que ça partait en sucette, il a changé complètement son fusil d'épaule en disant « Oh, mais vous savez, moi, je suis qu'un pauvre IAD qui obéit au médecin anesthésiste, je n'ai pas le choix. » Bon, devant les magistrats, ça passe pas. On peut tous faire une erreur, et on en a tous fait, qui n'ont pas eu de conséquences. Mais si on fait une erreur, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et il y a des situations où les gens prennent une condamnation de principe, une amende de principe, mais tout avec sursis. Parfois même, dans certains dossiers, la condamnation pénale n'apparaît pas sur le B2. Ce qui veut dire bien que les magistrats ont conscience de la difficulté de l'exercice. Mais il faut avoir une certaine honnêteté. Donc là, dans ce cas-là, l'IAD a été condamné. Le médecin, pour s'être comporté comme un médecin anesthésiste, le médecin anesthésiste pour ne pas avoir assuré la supervision et avoir organisé l'activité avec un IAD qui travaillait en dehors de sa supervision et de sa possibilité d'intervenir à tout moment. L'ORL a été condamné aussi pour avoir accepté ces conditions et avoir fait prendre un risque à son patient. Enfin, sur le coup, vous avez quand même un enfant de 12 ans qui est resté sur le carreau pour des oreilles décollées, quoi. Donc ça fait peur. Alors, intervention pour hernie discale, patiente de 47 ans, consultation à distance de la patiente pour dysphonie et dyspnée laryngée. L'expertise a démontré une hypomobilité laryngée droite avec une luxation plutôt aryténoïdienne droite conséquente de l'intubation et de l'extubation. Et bien là, il n'y a pas eu de condamnation. Voilà, compte tenu de l'absence de manquement avéré aux règles de l'art, de l'anesthésie ou de l'IAD, de la prise en compte appropriée de ceci, des caractéristiques de la morphologie de la patiente et surtout de l'apparition différée de ses séquelles, aucune faute d'anesthésie ou de soins de nature à engager la journée de l'établissement. Donc la personne a perdu sa procédure. Alors, les cas qui sont soulevés souvent par des juristes, dont un éminent juriste de la MACSF, il n'y a pas beaucoup de procédures où des IAD sont impliqués. Très très peu. Donc c'est un peu toujours les mêmes qui ressortent. Amar se fait remplacer par un IAD en salle d'opération. L'IAD administre un prodafalgan à la patiente alors qu'il était indiqué sur son dossier l'allergie au prodafalgan. Réaction allergique ayant heureusement pu être limitée. Pas de procédure engagée, mais un signalement ayant abouti à la sanction disciplinaire pour le MAR. Personnellement, l'IAD, il a quand même fait une erreur. Il aurait dû consulter le dossier avant de faire... Et alors ça, c'est une recommandation de l'HAS. C'est-à-dire que la recommandation de l'HAS sur l'administration de médicaments concernant les infirmiers précise que, en principe, c'est celui qui prépare qui injecte, mais sans aucune obligation, et que le professionnel doit s'assurer auprès du patient de l'absence d'allergie. Alors, ce n'est pas marqué dans le décret de compétence 4311 1 à 15, mais dans les recommandations de la HAS, c'est marqué. Et les recommandations de la HAS sont opposables sur le plan juridique. Donc, moi, je suis en SMUR. Le nombre de fois où on a fait d'hyperfalgan, je n'ai jamais vu un urgentiste poser la question
à un patient de savoir s'il était allergique au paracétamol. Et les allergies au paracétamol, ça existe. Donc, quand le patient est en capacité de répondre, je lui pose la question. Au même titre que j'en ai eu un qui était allergique à la bétadine. On avait de la bétadine alcoolique pour poser la perf. Bon, bah, il me dit, si vous mettez de la bétadine, partout où vous avez mis de la bétadine, j'ai des cloques qui vont apparaître, des flictènes de partout qui vont apparaître. Donc on avait de la buceptine, donc on a utilisé de la buceptine pour sa perf. Mais jamais le médecin pose la question. Il vous demande de faire de l'augmentin sur une fracture ouverte, mais il ne pose jamais la question. Alors ceux qui font du SMUR, confirmez-moi que c'est très rare que le médecin urgentiste demande au patient s'il a une allergie. Alors un peu plus pour l'antibiotique, mais pour le reste, pratiquement jamais. Donc attention. Là, c'est un enfant de 2 ans et 10 jours, opéré pour une hernie ovarienne étranglée, intervention soulagée, morphinique et halogénée, séquelles neurologiques importantes suite à une encéphalopathie post-anoxique. Panne du respirateur suivie de celle de l'appareil de monitoring. Donc là, on est d'accord que la responsabilité de l'établissement est établie sur la rupture d'une surveillance continue de l'anesthésie qui est sortie de salle en confiant la surveillance à une infirmière. Défaillance du respirateur ayant nécessité une ventilation manuelle et non présentation des certificats de vérification imposés par le constructeur. Défaillance du monitorage cardiovasculaire avec non présentation des certificats de vérification du constructeur. Donc là, on rentre dans le cadre de la matériovigilance. C'est-à-dire, pas de matériovigilance, ça entraîne... Le numéro 7, un patient pour hernie discale sous la région d'un marc présent dans le bloc. À la fin de l'intervention, en l'absence du marc dans le bloc, l'IAD renvoie rapidement le patient dans sa chambre car il doit enchaîner d'autres interventions. Le patient est retrouvé en ACR sur le brancard qui le ramène dans sa chambre par l'infirmière du service. Après réanimation par le MAR et transfert en réanimation, décès du patient 10 jours plus tard. Bon, là, qu'est-ce qui a été reproché? Ce qui a été reproché, c'est que le médecin anesthésiste n'était pas dans le bloc. Et que l'organisation du bloc opératoire faisait qu'il ne pouvait pas être présent tout le temps. Et que l'infirmier anesthésiste a décidé de la sortie d'une potentielle salle de réveil, sans prescription. Alors un infirmier n'a pas à faire de prescription, mais par contre il peut donner des consignes de surveillance. Et la nuance sémantique, voilà. Donc là, le MAR et l'infirmier anesthésiste ont été condamnés. Alors, je vais m'arrêter parce que je suis pris par le temps, je crois. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour laisser un peu de débat. En termes de responsabilité, il y a pas mal de dossiers qui arrivent des fois, enfin pas mal, pour ne pas exagérer non plus, sur par exemple une infirmière anesthésiste qui vient prendre sa garde le dimanche, sa collègue est au bloc opératoire, le lit de réa est à l'entrée du bloc, et elle prend la relève. Bon, elle prend la relève, elle va transférer le malade en réa. Donc, au cours du transfert, juste avant d'arriver en réa, le malade désature, parce qu'il s'agite. Que fait l'infirmière anesthésiste? Elle le curarise. Elle arrive en réanimation, et là, en réanimation, le respirateur n'est pas prêt. Donc, on laisse le patient sur le respirateur de transport. Elle va chercher d'autres seringues électriques, elle fait son changement de seringue électrique et elle s'en va. Elle quitte le service. Et quelques minutes plus tard, elle reçoit un coup de fil du chef de service de réanimation pour dire que le malade a fait un arrêt cardiaque et qu'on espère tous que sur le plan neurologique, il va pouvoir récupérer. Et il envoie une photo du respirateur de transport qui n'était pas en marche. Alors, quand vous avez une affaire comme ça qui vous tombe, tout dépend de l'argumentaire que vous allez développer. Si vous défendez le patient, votre argumentaire ne sera pas le même que si vous défendez l'infirmière anesthésiste. Alors, en tant qu'expert judiciaire, vous êtes obligé d'avoir une objectivité. Mais quand vous êtes expert auprès d'une compagnie d'assurance ou que vous représentez un patient, vous défendez les intérêts. Vous n'êtes plus dans le cadre d'une expertise judiciaire. Donc, vous avez le droit de développer certains arguments. Mais si on reprend cette histoire... si on reprend cette histoire, déjà, elle prend le relais. Elle ne vérifie pas que les seringues électriques qui assuraient la sédation étaient toutes à l'arrêt. Le malade se réveille en cours de trajet. Un malade qui se réveille, c'est normal, on le curarise. Non. Non, on ne curarise pas un malade qui est réveillé. Donc il y a plusieurs fautes là.
Et en plus, quand on transfère un malade et qu'on le branche sur un nouveau respirateur, les us et coutumes et les bonnes pratiques vous imposent de sculpter votre patient. Ça n'a pas été fait. Donc, plusieurs erreurs, et elle arrive en réanimation, où là, elle confie le patient à un interne de réanimation. Et lui, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte que le malade n'est pas ventilé. Mais le problème, c'est qu'il vient d'être curarisé. Le temps qu'il s'en rende compte, qu'il commence la réanimation, le patient a récupéré une activité cardiaque spontanée, sauf que c'est un légume. Voilà. Donc la famille, la chance, la famille n'a pas porté plainte. Elle considérait que c'était le destin. Enfin, sauf quand ils vont se retrouver avec la personne handicapée, avec tout ce que ça comporte sur le plan financier, de pouvoir suivre quelqu'un qui est handicapé et qui est une plante verte. Et alors, le problème, c'est que le médecin veut faire passer l'infirmière en conseil de discipline, même s'il n'y a pas de plainte. Comme ça, l'hôpital se protège en disant une infirmière si ça fait une faute, tiens, on la sanctionne, on la passe en conseil de discipline, on la révoque de la fonction publique pour faute grave. Donc là, vous avez intérêt à défendre les choses. Alors, oui, le médecin, mais le médecin de réanimation, quand il reçoit un patient, doit quand même vérifier certaines choses. Il ne s'en est pas rendu compte, il s'est rendu compte que le malade n'était pas ventilé une fois que le patient a fait un arrêt cardiaque. Donc sa responsabilité est engagée. Et l'interne, il travaille sur la réunion du chef de service. Bon, la photo du respirateur. Alors les monales, oui, il faut appuyer plusieurs fois pour quand même lancer l'appareil. Bon, elle ne connaissait pas le respirateur. Mais il n'empêche qu'il a pris une photo, mais ça ne prouve rien. Les anciens connaissent l'affaire de Poitiers, hein, où un chef de service est arrivé avec les tuyaux à la main après les avoir démontés en disant qu'on avait inversé les tuyaux. C'est pas possible. Moi, je peux éteindre un respirateur et prendre une photo après. Donc, c'est pas une preuve. Alors, ce qui l'a sauvé, c'est qu'en fin de compte, il y a une RMM qui a été faite dans l'établissement et que l'interne de réanimation a été incapable de dire le délai entre l'arrivée du patient en réanimation et l'arrêt cardiaque. Donc, l'affaire s'est arrêtée là. Mais si la famille avait porté plainte, je pense que l'infirmière anesthésiste, sa responsabilité aurait été engagée pour plusieurs fautes. Ne pas avoir vérifié que les seringues électriques étaient en fonctionnement pour assurer la sédation pendant le transport, le fait de ne pas avoir vérifié en auscultant le malade qu'une fois l'avoir branché sur le respirateur, que le respirateur soufflait réellement, une faute dans le sens qu'on ne curarise pas un malade qui se réveille. Et qu'est-ce qui a entraîné l'arrêt du patient ? Quel est le lien de causalité directe entre une faute et l'arrêt? C'est comme ça qu'ils vont l'analyser. C'est l'infirmière anesthésiste. Hein. Donc l'interne en anesthésie a une co-responsabilité, mais arrive en deuxième. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour... Oui? Alors encore 5 minutes avant le débat. Alors là, c'est pareil. J'ai confié un IAD et un interne en anesthésie, dont je ne sais pas à quel niveau est l'interne. Bronchospasme pendant l'intervention, alors que le MAR est sorti de salle d'opération. L'expertise déclare que sa présence n'aurait pas été susceptible d'éviter le bronchospasme. Les soins appropriés ont été immédiatement donnés, le MAR étant intervenu rapidement. Conclusion, en l'absence de faute, la responsabilité de l'établissement ne peut être retenue. Oui. Mais dans toute affaire judiciaire, c'est toujours argument contre argument. Si vous avez un avocat qui n'utilise pas les bons arguments, vous perdez votre procédure. Alors que s'il avait pris le temps de trouver un paquet d'arguments, il aurait pu gagner la procédure. Donc attention à la jurisprudence par rapport à des décisions qui sont jugées, parce que c'est souvent argumentaire. Alors là, au tribunal administratif, on est sur de l'argument. Hein. Et l'argument avec des preuves. Si la personne n'amène pas des arguments, c'est mort, vous perdez votre procédure. Alors que vous auriez été défendu par un autre avocat, vous auriez gagné votre procédure. Là, dans le cas présent, moi, le bronchospasme en péropératoire, pour moi, il n'y a que 2 situations. Soit une allergie, parce qu'on a injecté un médicament ou
on a une réaction allergique un peu retardée, par exemple au latex ou autre, on a une réaction allergique et on a un bronchospasme. Soit c'est une anesthésie insuffisante. Moi, je ne connais pas d'autres cas de bronchospasme péropératoire. Et dans ma pratique professionnelle, ça m'est arrivé. Avoir une montée de pression brutale. Bon, bah, je sculpte le malade, ça siffle un peu, je rendors le malade et ça disparaît automatiquement. Dans le cas d'allergie, j'en ai pas eu de bronchospasme sévère sur une réaction allergique. Donc là, c'est un problème d'argumentaire. Argument contre argument. Voilà, et comme c'est pas extensible le temps, j'ai fait une expertise pour un infirmier anesthésiste qui travaillait comme infirmier sapeur-pompier volontaire. C'était dans l'Est de la France. Le médecin-chef ne l'avait pas écrit, mais dans un protocole, il n'avait pas parlé que l'IAD pouvait intuber un arrêt cardiaque. Alors le problème se pose, c'est que dans le véhicule léger infirmier, il a le matériel pour intuber. Il se trouve sur un arrêt cardiaque, il n'arrive pas à ventiler correctement la main, il appelle le médecin régulateur, et quand il appelle le médecin régulateur, il se présente qu'il est IAD et il lui demande l'autorisation d'intuber le malade. Chose faite. Le SMUR arrive, il y a même une reprise avec écartage spontanée. La patiente est transportée, bon, elle décède plus tard. Mais le chef de service du SAMU, qui est l'ami du médecin anesthésiste, chef du SDIS, l'informe de ça et le médecin-chef entame une procédure disciplinaire et vire l'IAD pour 15 jours. Donc, il fait appel à nous. Donc, on reprend l'ensemble du dossier, etc. Et en fin de compte, au niveau du tribunal administratif, c'était pratiquement gagné déjà d'emblée. C'est qu'on retrouve une circulaire de 2015 qui explique que l'action de l'infirmier sapeur-pompier, il doit prévenir le médecin du SAMU le plus rapidement possible, en dehors de gestes de sauvegarde immédiats. Et le médecin peut décider de la poursuite, de l'arrêt ou d'une modification du protocole de soins d'urgence. Et ça rentre dans le cadre de la télémédecine, en termes de prescription téléphonique. Puisque là, c'est enregistré sur un dossier au niveau du SAMU. Le protocole arrêt cardiaque a été modifié suite à l'arrêté de 2015, et le médecin-chef, sans mettre que l'IAD n'a pas le droit d'intuber, met dans son protocole que l'infirmier de sapeur-pompier doit contacter le médecin du SAMU et respecter ses prescriptions téléphoniques. Eh bien, c'était déjà gagné au niveau du tribunal administratif. Alors, je ne vous parle pas, ils ont sorti 12 éléments, dont le fait qu'un IAD ne pouvait pas intuber en dehors d'un médecin anesthésiste. Mais ben, là, il suffit de reprendre les référentiels de formation. On reprend les référentiels de formation, ils disent quoi les référentiels de formation? Qu'on a des stages en SMUR et qu'on peut être évalué, ben, bien sûr, par un médecin anesthésiste dans le cadre d'une procédure d'anesthésie, mais dans le cadre de l'urgence, on est évalué par un médecin urgentiste. Ça ne pose absolument aucun problème. Et dans le référentiel de formation, vous avez l'intubation au bloc opératoire, mais vous avez l'intubation aussi en extra-hospitalier. Là-dessus, vous joignez un courrier, la directrice de l'école de la science publique, et qui vous dit que l'IAD est compétent pour intuber en extra-hospitalier, sans la présence d'un médecin anesthésiste, et elle vous joint l'attestation de stage en SMUR, où l'évaluation de l'intubation dans le cadre préhospitalier est évaluée. Et puis, vous remontez comme ça, sans arrêt, tous ces arguments, et vous défendez tous ces arguments. Conclusion, le SDIS a perdu sa procédure, ils ont été obligés de réintégrer l'infirmier de sapeur-pompier, et qui a gagné sa procédure, et le SDIS n'a pas fait appel à la décision. Ça sous-entend que l'argumentaire était suffisamment costaud pour ne pas être contesté. Voilà. Alors, des cas, j'en ai une quinzaine. Malheureusement, je ne peux pas, on est pris par le temps, donc je vais laisser éventuellement à des questions. Merci beaucoup pour ce topo qui nous a tous intéressés.